Bonsoir tout le monde. Donc, je remercie Daniel Tanuro d'avoir accepté de revenir par les airs ou par les ondes à Toulouse pour rediscuter de ce que nous avions discuté dans la conférence du 26. Enfin, rediscuter pas totalement, puisque nous sommes restés sur l'idée d'une conférence inachevée parce que le déroulement de la conférence a fait qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout de la logique d'une fois que nous avons énuméré les mesures qu'il faudrait prendre. La question de comment on fait n'a pas été abordée de notre point de vue suffisamment en profondeur. Mais c'est pas simplement dans la conférence avec Daniel que ce problème-là n'est pas abordé, puisque ça va être une partie de nos questions sur comment on fait aujourd'hui pour mettre en place les préconisations qu'a développées tout au long de sa conférence Daniel Tanuro. Alors, ma première question, elle renvoie un petit peu à nos pratiques, hein, que ce soit celle des quatre associations qui appellent à cette conférence de ce soir, enfin, ou plutôt à cette interview. C'est que pour travailler, par exemple, sur l'aéronautique et sur le devenir, qu'est-ce qu'on fait dans l'après-Covid, on a été amené à faire une sorte de veille sur les réseaux sociaux, sur toute une série de sites qui publient des textes intéressants. Et nous avons été frappés par le fait qu'il existe une multitude de journaux, papier ou en ligne, mais surtout en ligne, qui publient quotidiennement une multitude euh, de textes, d'expertises qui sont d'une grande qualité pour une part d'entre eux, mais qui sont évacués le lendemain. C'est-à-dire, c'est une logique de journal qui fait que, bon, on publie des textes, etc., etc. Et on avait fait ce constat aussi lors d'une conférence avec des journalistes de Mediapart, avec Fabien Escalona et Romaric Godin, qui, dans l'un de leurs articles qui est paru sur Mediapart, disaient qu'effectivement, on était dans une période où il y avait une multitude de documents qui paraissaient, il y avait une extrême diversité, et que donc on était passé dans une autre période, par exemple la période où le marxisme était un peu le fil à plomb, l'outil qui permettait de fédérer toute une série d'organisations, etc. Ce phénomène-là n'existe plus. Et donc, on est aujourd'hui devant une multitude de textes et on n'a pas d'organisation ou de courant politique ou d'outil, tout simplement un outil qui soit capable de fédérer toutes ces choses-là. Et on a l'impression qu'on est devant une déperdition de force qui fait que on n'arrive pas à trouver un dénominateur commun à tous ces textes, même si c'est évident qu'il y en a un. Et tu l'as énuméré dans la conférence du mois de janvier 2021, qui était toute une série de mesures qu'il faudrait prendre, qui était la question de les finances, la question de l'agrobusiness, la question de l'énergie. Et donc ma question, elle se résume un peu à ça, c'est oui, il faut socialiser tout ça, oui, il faut mettre un terme aux fermes avianes, comme tu le disais, mais comment on fait? Comment on fait pour parvenir à ces choses-là? Et sur le constat, d'abord, je ne suis pas sûr qu'il faille parler de déperdition. Ou alors, il faut savoir où on met le curseur pour la comparaison. Évidemment, si on met le curseur aux années d'immédiate après-guerre, en particulier en France, il y a déperdition de contenu anticapitaliste. Mais si on le met par rapport aux années 90 du siècle dernier, il y a progrès. Et donc, je pense on ne doit pas perdre de vue qu'on est dans une situation post-traumatique euh, sur un double plan. D'abord sur le plan idéologique, parce que le projet socialiste, marxiste, révolutionnaire, comme tu l'évoquais, est en crise dans la mesure où il était assimilé euh, au régime bureaucratique stalinien de l'Union soviétique, de la Chine, des pays du bloc de l'Est, d'une part, et d'autre part, dans une certaine mesure aussi au projet de la social-démocratie, et que le bloc stalinien s'est effondré, et que la social-démocratie s'est convertie au néolibéralisme ou au social-libéralisme. Donc il y a effondrement sur le plan idéologique.
Et cet effondrement idéologique va de pair avec une profonde restructuration destructrice de la structure industrielle de l'Europe en particulier, de l'Occident, des pays occidentaux, avec la disparition des grandes concentrations ouvrières qui étaient quelque part le substrat matériel, où vivait le milieu matériel où vivait le projet socialiste, avec ses illusions ou avec ses déformations, mais les illusions fonctionnaient. Et donc on a ce double mouvement-là, effondrement idéologique, crise idéologique extrêmement profonde du projet alternatif, et d'autre part la dispersion, la déstructuration du milieu social qui en était le creuset, quoi. Moi, je trouve que par rapport aux années 90 ou aux années 90, comme vous dites en France, pardon, il faut toujours traduire, hein, Ouais, mais on avait parce que compris. les langues en France... bon, euh, bref, donc je trouve que par rapport aux années 90, on a progressé considérablement, et qu'il il faut pas bouder notre plaisir. Il y a effectivement une prolifération d'idées anticapitalistes ou potentiellement anticapitalistes qui abordent la question de la lutte antisystémique par des biais différents. Donc le côté relativement monolithique qu'avait le projet socialiste avant la chute du mur, c'est passé. Alors évidemment, tous ces éléments d'alternative, tous ces angles d'attaque différents ne convergent pas facilement en un projet social alternatif qui reprend l'élan et la cohérence de ce qu'était le projet socialiste ou communiste au XXe siècle. Euh, je veux dire, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Ça ne peut pas se faire par un exercice en chambre. Il faut des luttes. Il faut des luttes qui permettent de favoriser cette articulation des réflexions, des alternatives et des mouvements sociaux qui les portent. Et je trouve que vous, en France en particulier, ben, vous n'avez pas trop à vous plaindre, parce que ce qu'on a vu avec le mouvement des Gilets jaunes était quand même, d'abord, c'était inattendu. Deuxièmement, ça avait, selon moi, je vois ça un peu de loin, hein, d'outre-Quiévrain, mais ça avait tout de même un côté, il y avait une dimension révolutionnaire là-dedans, hein. Je ne dis pas que c'était une période, ça caractérise une période pré-révolutionnaire, mais enfin, le type de mobilisation, de radicalisation, il y avait quelque chose du fleuve qui sort de ses berges, qui sort de son lit et qui envahit la plaine. Et puis, contrairement à ce qu'on pouvait craindre, la majorité du mouvement n'a pas évolué vers la droite ou l'extrême droite comme on pouvait le supposer à partir du point de départ anti-taxe sur les carburants. Il a plutôt évolué vers la gauche, et avec notamment dans votre région, je crois, à Toulouse, avec des initiatives, si je suis bien informé, assez exemplaires, de convergence avec le mouvement syndical, des fractions du mouvement syndical, de convergence avec le mouvement féministe, les luttes contre les violences faites aux femmes, et de convergence avec le mouvement climat. Donc là, bon, moi je trouve ça bien. Alors évidemment, ça n'avance pas aussi vite que nous le voudrions, mais on ne peut pas fouetter la mer pour faire des vagues, hein. Donc voilà, je pense que le problème, le traumatisme qu'on a, le double traumatisme qu'on a subi est extrêmement profond. C'est une défaite historique que nous avons vécue, une défaite historique très très grave, étalée dans le temps. Donc c'est moins identifiable que l'écrasement de la classe ouvrière allemande par le nazisme, où là, en un an, l'affaire est faite, clac, tout le monde est dans des camps. Donc ici, c'est plus étalé, c'est plus diffus, mais c'est au moins aussi profond à l'échelle historique que la défaite du début des années 30. Et donc ça ne va pas se réparer rapidement. Il va falloir de longues expériences et beaucoup d'imagination, de volonté, d'engagement, de volonté d'articuler les luttes les unes contre les autres, les unes avec les autres contre l'ennemi commun, de construire patiemment des ponts, des convergences, etc. pour aller au-delà. Alors,
Pour poursuivre cette discussion, à l'émergence, enfin, ou plutôt à l'apparition d'une multitude d'initiatives, là, on s'était concentré sur l'existence de journaux, de textes, d'expertises, etc., qui étaient d'une très grande qualité et effectivement qui tranchaient avec la période d'avant. Avant la période d'avant, effectivement, avec un syndicat très fort, un parti hégémonique, on ne voyait pas tout ce qui paraît aujourd'hui. Et donc, en même temps qu'il y a cette affaire, cette sortie massive de textes, etc., on s'aperçoit qu'il y a une multitude d'organisations qui sortent. Hein. Donc, le phénomène des syndicats et des partis qui étaient capables d'enrober l'entièreté des problèmes qui surgissaient dans une société est une période qui est terminée. Et aujourd'hui, alors pas à chaque problème qui se pose naît une organisation, mais presque. Et la naissance de ces organisations, si on prend par exemple le cas de l'écologie, et le cas de la France, on s'aperçoit qu'il y a des dizaines, voire un peu plus que des dizaines d'organisations qui aujourd'hui luttent sur une multitude de sujets dont le dénominateur commun est le danger pour la planète, le réchauffement climatique, etc., etc. Le constat qui est fait aussi, c'est que ces organisations qui travaillent dans un même domaine ont du mal à converger ensemble pour plein de raisons, hein, pour des questions de pratique, pour des questions de culture qui ne sont pas les mêmes, ou de l'origine des militants et des militantes, etc., etc. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que toutes ces luttes qui sont menées aujourd'hui, autant par les syndicats que par des associations, que par les partis, hein, le mouvement social, c'est un syndicat, une association, un parti, est-ce que toutes ces luttes convergent en définitive vers le même point commun qui est la question générique, qui est l'évolution, la situation de la planète et la question du climat. Est-ce qu'aujourd'hui, les ouvriers de telle entreprise qui se battent, au final, leur lutte se terminera par ces questions-là? Et la deuxième chose, c'est on est arrivé quand même à un moment où on est obligé de constater que les forces traditionnelles, c'est-à-dire bon, ce dont tu as parlé avant, hein, les syndicats, les partis, qui ne sont pas aussi forts qu'ils l'étaient il y a quelques années, est-ce que le fait qu'ils ne soient pas capables de se dépasser, de prendre en compte, même s'ils le font un peu quand même, hein, en France, on voit la CGT qui travaille avec Greenpeace, bon, il y a des choses qui évoluent, mais le fait que ces organisations aient autant de mal, qu'il leur faille autant de temps pour intégrer les dimensions écologiques, hein, par exemple, ou féministes, dans leur pratique quotidienne, est-ce que ça n'annonce pas, en définitive, un peu leur fin à elles, bah, qui n'est pas quelque chose qui va être brutal, mais et en même temps, on a l'impression que les nouvelles organisations qui devraient prendre ou être sur le devant de la scène aujourd'hui ont quand même du mal à émerger. Si je peux me permettre d'ajouter un complément à ta question, il y a en fait face à cela aussi la réaction qui se prépare sur l'après-confinement, je dirais, ou le monde d'après, c'est-à-dire les lois qui sont en train d'être mises en place par les autorités, typiquement les lois séparatisme, qui sont déjà, telles que c'est rédigé, des outils qui vont permettre de sabrer éventuellement différentes associations dès qu'elles ne rentreront plus dans un cadre républicain. Et les outils sont là, et sans parler des outils policiers qui vont avec. Oui. Il y a deux aspects différents à la question. Il y a ce que Gilles a soulevé, puis ce que tu as soulevé toi. J'ai oublié ton prénom, Jean-Pierre. Jean-Pierre, oui. Jean-Pierre, oui. Donc, pour commencer par le second, pour ne pas l'oublier, oui, c'est clair que d'abord, la pandémie, ou plus exactement, la réponse néolibérale à la pandémie n'est pas neutre socialement ou politiquement. Elle profite de la situation pour accroître l'état d'atomisation du prolétariat, l'isolement. En gros, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller bosser ou bosser de chez soi,
et rester enfermé à la maison en attendant que ça passe et que la vaccination fasse son effet. Et donc, ça accentue le désarroi, l'atomisation dans le mouvement social. C'est absolument évident. Et il est absolument évident aussi que partout, les pouvoirs capitalistes profitent de la pandémie pour, comme il est hors de question pour eux d'imaginer une politique sanitaire qui soit basée sur l'auto-activité, l'autoresponsabilité, l'autoresponsabilisation démocratique des communautés sur le plan local, forcément, leur politique, ils la font respecter à coup de lois sécuritaires et de mesures policières. Et donc, ils profitent de la situation pour durcir un cadre législatif, pour accentuer une marche vers l'État fort, parce qu'ils sont persuadés que des batailles sont devant nous, devant eux et devant nous, dans lesquelles ils vont devoir utiliser des moyens de coercition violents, brutaux, massifs. Bon, donc tout ça me semble absolument indiscutable. Maintenant, l'autre aspect de la question, c'est un peu ce que demandait Gilles. Est-ce qu'il faut regretter qu'il y ait trop d'initiatives qui attaquent le capital indirectement par des biais différents? J'ai envie de répondre en citant nos maîtres éponymes, hein, Marx et Engels, qui écrivaient dans l'idéologie allemande, nous appelons communisme le mouvement réel qui tend à l'abolition, qui abolit l'état de choses existant. Donc, si on prend cette définition à la lettre aujourd'hui, bon, elle n'est peut-être pas juste, ça je ne sais pas. Je ne me prononce pas maintenant sur savoir si la pertinence de cette définition est pertinente. Moi, elle me plaît bien. Et je constate qu'à partir de ça, le mouvement réel qui abolit l'état de choses existant aujourd'hui, il est beaucoup plus éclaté que ce qu'on a connu dans les 30 glorieuses ou dans les années 20 et 30 du siècle passé, où la classe ouvrière, avec ses gros bastions industriels, jouait un rôle moteur. On n'est plus là-dedans, on est dans autre chose, avec l'émergence du mouvement féministe, avec l'émergence des différentes manifestations du mouvement pour la défense de l'environnement, disons contre la destruction de la planète, avec les mouvements paysans contre l'agriculture, de l'agrobusiness et du chimique, avec les mouvements de consommateurs, avec les peuples indigènes, avec la jeunesse. Donc on est devant quelque chose de beaucoup plus diversifié. Alors, plutôt que de dire ça fait désordre, avec une petite nuance nostalgique dans la voix, moi je crois qu'il faut essayer d'en faire son miel, quoi. Il faut travailler avec ça, parce que c'est le réel qui est devant nous, c'est la réalité du mouvement social aujourd'hui. Et donc, pour ma part, la conclusion stratégique qui en découle, c'est qu'il faut travailler à construire ces articulations. J'ai un peu changé par rapport à mon bouquin Trop tard pour être pessimiste. Je regrette d'avoir employé dans ce bouquin l'expression convergence des luttes, parce qu'elle peut être mal comprise. Elle peut être comprise dans le sens de chercher le plus grand commun dénominateur entre des luttes différentes. Et ça, c'est un piège, évidemment, qui va se refermer sur les groupes les couches opprimées qui ont le moins de poids dans la détermination du dénominateur commun, c'est-à-dire c'est un piège qui va se refermer sur les gays, les lesbiennes, les trans, les bisexuels, les queers, etc. C'est un piège qui va se refermer sur les femmes, etc. Donc sur tous les groupes les moins investis de pouvoir symbolique dans les organisations sociales, dans le mouvement social. Donc je préfère aujourd'hui parler d'articulation des luttes, mais il s'agit bien d'articuler les luttes contre un ennemi commun. On n'est pas dans cette mode des années qui a commencé dans le monde anglo-saxon au siècle passé, Beyond the Fragments, hein, au-delà des fragments du mouvement social, où on pourrait faire on pourrait faire son marché pour composer des bouquets différents entre différentes... Non, il faut articuler toutes ces mobilisations contre un ennemi commun qui est le capital. Parce que le
le capital est patriarcal, parce que le capital est raciste, étant donné la manière dont historiquement il s'est constitué au niveau mondial et le type de relations entre régions et entre peuples que cela a institué. Parce que le capital est anti-gay, lesbienne, queer, trans, parce que le capital est anti-jeune. Parce que le capital est anti-peuple indigène, parce que le capital n'aime pas les paysans, il aime l'agro-business, etc. Donc il faut ramener tout ça à la lutte contre le capitalisme. Donc je crois qu'il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. La question de l'articulation des luttes contre l'ennemi commun capitaliste est une question stratégique absolument essentielle. Alors, on va y revenir, je suppose. Je sais que Gilles et vous avez préparé une question là-dessus, mais sur le rôle particulier de la classe ouvrière là-dedans. Mais disons qu'aujourd'hui, par rapport aux luttes écologiques, elle est plutôt à l'arrière-garde, mais je dirais c'est normal. Ce n'est pas une source d'étonnement, parce que du point de vue, quelle est la situation du prolétariat? C'est qu'il est constitué de gens qui n'ont pas d'autre possibilité pour vivre que de vendre leur force de travail à un patron. Et donc, leur revenu, leurs conditions d'existence quotidiennes à ces gens-là dépendent quelque part de la bonne santé de leur entreprise capitaliste. Donc, aucun travailleur, travailleuse individuellement ne va souhaiter la faillite de son entreprise. Ça me semble absolument évident. Donc, je dirais par rapport à la question très précise que posait Gilles sur la difficulté d'intégration de la question écologique par le mouvement ouvrier, par le mouvement syndical, je dirais c'est normal. C'est normal que ce soit si difficile. Et c'est normal parce que la force de travail fait partie du capital. C'est le capital variable. Donc les travailleurs et les travailleuses, à leur corps défendant, je ne suis pas en train de les accuser ici, hein, je fais un constat, la réalité du capitalisme. Le capital a acheté leur force de travail et il l'utilise. Comme disait Marx, pendant les 8 heures où cette force de travail est à sa disposition, il l'utilise en fonction de ses intérêts, le capitalisme. Et le capitaliste. Et ce sont ces intérêts qui amènent à la destruction de la planète. Il y a de tas d'autres conséquences tout à fait dramatiques et effrayantes pour l'avenir de l'humanité. Ce n'est pas les travailleurs et travailleuses qui en sont responsables. Mais ça veut dire que pour intégrer cette question-là, il faut sortir de ce que, je ne sais pas moi, Lénine, par exemple, appelait le syndicalisme pur, hein, c'est-à-dire ou le trade unionisme. C'est-à-dire il faut sortir d'une situation où le mouvement ouvrier essaye simplement de négocier de meilleures conditions de vente de sa force de travail. Il faut se hisser à un niveau supérieur qui est le niveau politique du projet de société, de l'avenir de l'humanité, de l'avenir des générations de nos enfants et de nos petits-enfants. Hein. Donc, alors, je ne crois pas que ce soit impossible pour la classe ouvrière, pas du tout. Je crois qu'elle va le faire. Je crois qu'elle va devoir le faire. Mais c'est très, très difficile. Ça demande un saut, pour ainsi dire. Un saut dans une autre dimension. Hein. Ça demande une situation où les questions environnementales se posent non plus sous l'angle immédiat de emploi ou environnement, hein, parce que c'est ça dans la logique capitaliste, mais où ces questions se posent en termes d'avenir de la planète, de soutenabilité de l'existence humaine sur Terre, donc en des termes politiques systémiques. Et ces situations-là où les questions environnementales se posent dans ces termes-là, on ne peut les créer que par l'articulation des luttes. C'est l'exemple que j'ai pris avec Notre-Dame-des-Landes. Pour moi, Notre-Dame-des-Landes est un exemple presque chimiquement pur de ce mécanisme-là, où une lutte marginale sur un territoire loin du centre de la France et de Paris réussit à se transformer en question politique centrale, où la question c'est plus est-ce qu'il faut construire un aéroport, d'ailleurs ce sera bon pour l'emploi, mais où la question devient, y compris pour des fractions du mouvement syndical, quel sens ça a de construire un aéroport alors que le transport aérien est en train de foutre la planète en l'air. Et où là, on a la CGT de Vinci qui prend position contre la construction de l'aéroport et qui manifeste avec les zadistes. Donc pour moi, ça c'est le mécanisme. Bon,
C'est pour ça que j'ai dit, je crois, dans la conférence du 26 janvier, si je me souviens bien, que créer 2, 3 de nombreux Notre-Dame-des-Landes est la consigne, hein, pour paraphraser Che Guevara à propos du Vietnam, quoi. Donc voilà, je crois que c'est... Bon, on peut regretter que ça n'aille pas plus vite, et c'est vrai que c'est angoissant, parce qu'en même temps, la destruction de la planète est en cours et prend des dimensions absolument angoissantes. Mais on ne peut pas sauter au-dessus de sa propre tête. On ne peut que constater l'état de développement du mouvement social et essayer intelligemment de contribuer à ce que ce développement s'accélère un petit peu. Oui, On va ça rejoint totalement ce que Hervé Kempf écrit dans son bouquin Que crève le capitalisme, où il prône ce qu'il appelle une stratégie de l'archipel. Stratégie de l'archipel, donc de développer des Notre-Dame-des-Landes. Voilà, c'est la même idée qui revient. Gilles? On va revenir bien sûr sur la question des luttes. Et évidemment, dans les questions qu'on pose, on ne veut pas développer l'idée ou laisser croire que nous, on voudrait absolument discuter des sauts, hein, sauter par-dessus sa tête, comme tu le dis. Bon, c'est pas tout à fait, c'est pas notre point de vue. Et par contre, pendant le confinement, ce qu'on avait noté, c'était qu'on avait essayé de regarder tous les mouvements, tout ce qui allait se passer pendant ce confinement, qui était quelque chose de tout à fait nouveau, évidemment. Hein, pour nous, on n'a jamais connu une situation pareille. Et donc, on avait été frappé par l'activité des gens sur les balcons, ou dans leur petit jardinet, ou sur leur pas de porte. Et on avait fait un clin d'œil en disant que les gens qui étaient confinés, en définitive, faisaient un clin d'œil aux gilets jaunes qui étaient, eux, sur les ronds-points, et nous, on était sur les balcons, etc. Mais le problème, c'est que toutes ces initiatives qui ont eu lieu, par manque de discussion, etc., sont restées un peu fermées. Et puis, il y a eu toutes les banderoles contre Macron qui ont généré des interventions de la police, etc., etc. Mais ce qui a manqué, et donc, c'est l'idée qu'on pourrait que les salariés, ce qu'on a appelé, qui étaient en première ligne, qui étaient dans des boulots qu'on ne pouvait pas fermer, qui étaient l'hôpital bien sûr, mais aussi les caissières des grands magasins, les gens qui ramassaient les ordures, etc., etc., c'est-à-dire une série de métiers qu'on ne peut pas arrêter, que la pandémie ne pouvait pas arrêter, et donc s'ils continuaient à bosser, ils le faisaient souvent à leurs risques et périls, etc. Et donc là, ce qu'on a noté, nous, quand même, c'est qu'entre ce qu'il se discutait dans un certain nombre de lieux, dans des journaux alternatifs, dans des syndicats, dans des partis, etc., c'est que l'idée que les salariés à ce moment-là, qui étaient un peu maîtres du jeu, en définitive, tellement le pouvoir était perdu devant une pandémie de cette ampleur, ne savaient pas trop quoi faire. Alors, on vous rappelle le débat avec la porte-parole du gouvernement de l'époque sur l'inutilité du masque, sur la difficulté pour les adultes de mettre un masque. En fait, on était tombé quand même très bas dans ce pays. Et donc, nous, ce qui nous a frappé, c'est que nulle part, ou presque, un peu en santé, mais les salariés qui n'avaient rien à attendre de ce gouvernement, qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient, n'aient pas choisi eux-mêmes de produire, par exemple, leur propre protocole, tout simplement, leur propre organisation du travail. Alors, évidemment, dire ça, bon, aujourd'hui, on le voit un peu avec les salles de spectacle, c'est-à-dire un an après, les salles de spectacle sont occupées parce que les gens crèvent il y en a qui ne mangent pas tous les jours. Bon, bref. Et donc, ça, on ne l'a pas vu. Mais nous, qui nous occupons un peu aussi des débats dans l'aéronautique, c'est compliqué hein, pour les syndicats de constater qu'ils ont un carnet de commandes d'avions plein et qu'en même temps, on licencie des milliers de personnes autour. Des milliers ont été licenciés. Donc, et là aussi, peut-être que la démarche, si elle avait été avancée, si on avait préparé ce terrain-là, peut-être que l'idée, au lieu de continuer à réclamer de fabriquer des avions et d'accepter les licenciements de fait, hein, tu as fait grève 3 jours, 4 jours, quand tu es payé à moitié avec le chômage partiel, etc., c'est pas ça que tu fais. Mais l'idée qu'on aurait pu remettre en route les usines pour fabriquer, parce qu'on peut fabriquer plein de choses sur les usines d'Airbus.
on peut fabriquer des pompes à chaleur, on peut fabriquer des respirateurs, plein de choses on peut fabriquer. Et donc, c'est ce moment-là qui est compliqué à choisir entre il y a un engagement de plus en plus fort pour sauver la planète ou l'humanité, et en même temps, les gestes qu'il faudrait faire immédiatement pour basculer un peu dans le monde d'après, on ne les voit pas venir. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué de... Bon, même si on ne croit pas à la convergence des luttes, tout ça, ce sont des idées qui sont peut-être du monde d'après, justement, mais ces gestes-là qui auraient pu être faits ne sont pas faits. Et donc, qu'est-ce que tu en penses? J'aurais aimé qu'ils soient faits, ces gestes-là. Ils ne l'ont pas été, effectivement. On est obligé de le constater. Et donc, ça ne fait que souligner l'ampleur du désarroi, du traumatisme, du danger, de solutions de continuité dans l'idée d'un projet de société alternatif de type socialiste porté par le mouvement ouvrier. Donc là, ça ne fait que éclairer l'ampleur du désarroi. Je pense que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, je crois qu'il faut mettre en avant des propositions d'action immédiate qui correspondent à cet état de conscience très bas et qui soient en lien avec la gravité de la situation. Personnellement, j'ai tendance à penser que l'idée du droit de retrait des salariés par rapport à des conditions de travail dangereuses pour eux et pour elles est plus importante, plus à portée du niveau de conscience moyen aujourd'hui que l'idée de la remise en route de la production pour satisfaire les besoins, hein, je crois. C'est une mesure défensive, le droit de retrait, mais c'est une mesure importante quand même parce qu'elle peut être liée à un autre aspect de ce que tu as dit, c'est-à-dire l'élaboration par les salariés eux-mêmes et elles-mêmes de protocoles sanitaires permettant leur sécurité au travail ou sur le lieu de travail. Là, on passe de la défensive à la semi-offensive, si on veut, c'est-à-dire à l'idée que les gens prennent en main l'ampleur de cette crise et la riposte à cette crise terrible. Donc, je crois qu'on est obligé de se... Je préfère ça, si tu veux, cette idée-là d'agir sur le droit de retrait, sur l'élaboration par les gens eux-mêmes à la base de protocoles sanitaires correspondant à leurs besoins, à leur situation de vie, etc. Je préfère ça personnellement, c'est peut-être une note un peu polémique, mais plutôt au projet de zéro Covid qui sont avancés surtout dans le monde germanique, hein, où cette idée a pas mal de succès, mais aussi en Grande-Bretagne, et qui ne me satisfont pas. Je ne parviens pas vraiment à me faire une opinion là-dessus, mais je suis réticent parce que ça donne l'impression qu'on s'adresse au pouvoir pour qu'il prenne des mesures encore plus drastiques que ce qu'il prend aujourd'hui. Alors on peut évidemment y ajouter des mesures de justice fiscale pour qu'on protège les revenus des plus faibles, etc., pour que les capitalistes payent cette crise. Mais le risque, c'est, étant donné le niveau de conscience et les rapports de force, qu'à un certain moment, les États bourgeois se rallient à l'idée du zéro Covid, c'est-à-dire d'un confinement généralisé très dur pour une période de 2-3 mois, mais que la réforme fiscale, par contre, elle reste sur le quai. Hein. Voilà, donc je préfère des propositions qui permettent aux populations elles-mêmes, aux communautés, notamment aux communautés de travail, de se saisir du problème pour élaborer leurs propres mesures. Et je pense qu'il faut mettre ça dans une perspective plus longue. Cette pandémie n'est pas la dernière. Hein. D'abord, on n'en est pas encore sorti. Et puis, il faut prendre au sérieux l'avertissement du GIEC de la biodiversité, l'IPBES. Nous entrons dans l'ère des pandémies. Et cette pandémie est véritablement un événement avec majuscule parce que c'est la concrétisation de ce que signifie l'Anthropocène. Et l'Anthropocène, il signifie qu'on ne peut plus distinguer histoire naturelle et histoire sociale, histoire humaine. Les deux sont intimement conjugués aujourd'hui.
je pense donc qu'il faut préparer les esprits patiemment. On aimerait que ça aille plus vite, mais patiemment, on est obligé d'être patient. Comme disait Daniel Ben Saïd, hein, une lente impatience. On est obligé, on est contraint à cette lente impatience. Il était toulousain d'ailleurs, non, Daniel? Et on y est contraint par la réalité des évolutions de la conscience et des rapports de force. Et donc, faire un travail inlassable de propagande, d'explication aujourd'hui pour dire nous entrons dans une nouvelle période historique. Ça en est fini de vouloir renouer avec la croissance. La clé du problème, c'est sauver les conditions d'habitabilité sur Terre, et notamment face aux risques pandémiques, mais pas seulement, aussi face aux risques climatiques. Et à partir de là, déduire la légitimité, je dirais une légitimité plus forte, plus sociétale, plus humaniste, de mesures même petites comme le droit de retrait. Je crois que c'est ça la voie à suivre. Tu vois, donc, oui, on en revient, on retombe toujours sur le même point qui est l'écart dramatique entre la radicalité extrême des mesures anticapitalistes révolutionnaires qu'il faudrait prendre pour sortir de la catastrophe, puisqu'on est déjà dedans, d'une part, et d'autre part, le niveau de conscience et les rapports de force. Mais c'est là-dedans que nous sommes. On ne peut pas échapper à ce fossé. Il faut essayer de jeter un pont au-dessus de ce fossé ou de ce canyon. Mais il n'y a pas d'autre voie à suivre que d'essayer de le jeter. Donc, il n'y a pas de raccourci, une fois de plus. Hein. Je pense que c'est ça le fond du problème. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut s'adapter au niveau de conscience existant. Ça, ce serait une autre erreur. Parce que je pense que sous la surface des rapports de force et des niveaux de conscience, paradoxalement, des fractions extrêmement larges de la population et du monde du travail sont intimement convaincus de la gravité de la situation et sont profondément convaincus, peut-être pas de façon très consciente, très explicite, mais du fait que, comme on dit dans mon pays, ça ne peut pas rester durer, continuer comme ça, qu'on va dans un mur. Je crois que, et les gens ont peur pour les générations futures, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, ce qui est légitime. Il y a là peut-être un effet contradictoire de la politique médiatique sur le défi environnemental, une politique qui, à la fois, est au service du capitalisme vert, mais en même temps est obligée de faire, dans une certaine mesure, une vulgarisation plus ou moins correcte sur les grands enjeux environnementaux et notamment sur le changement climatique. Et il y a des idées qui, qu'on le veuille ou non, rentrent dans la tête des gens, rien qu'en regardant les grands médias télévisuels, ils se rendent compte, comme il y a cette mise en spectacle de la catastrophe climatique et de la catastrophe écologique, je crois que ça a un effet profond dans la conscience ou dans le subconscient d'une grande partie de la population. Alors, les projections de vote en faveur des Verts, etc., bon, sont une expression tout à fait déformée de cela, mais c'est une expression de cela. Et personnellement, je suis absolument convaincu que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire une appropriation inattendue de la question écolo et climatique par ce secteur-là de la population, se reproduira à grande échelle, si on a un mouvement social de plus grande ampleur, si on a quelque chose qui ressemble à une vraie grève générale, quelque chose, un mouvement d'ensemble où il n'y a pas seulement des gilets jaunes qui bloquent les ronds-points, mais où ça va de pair avec une grève de la fonction publique et même avec des démarrages dans le privé. Je suis convaincu qu'alors, on verra apparaître tout à coup et très vite une conscience écologique extrêmement élevée. Peut-être très optimiste. Hein, pardon? Oui. Extrêmement optimiste. C'est mon côté mandélien. On va laisser de côté tout l'aspect de la place de la classe ouvrière, de revenir sur le débat historique, tu l'as abordé. Juste un petit point là-dessus. Tu as énuméré, hein, dans la conférence de janvier, tu as énuméré les
les couches ou les fractions de la population qui pourraient jouer un rôle important dans les mobilisations pour la planète, pour la défense d'une agriculture paysanne, etc., etc. Mais une fois qu'on a énoncé ça, par exemple, les mobilisations des paysans en Inde, en partie au Pakistan aujourd'hui, sont d'une grande ampleur, exemplaires, etc. Mais ce sont des mobilisations, par exemple, qu'on peut retrouver en Amérique latine, peut-être en Afrique, mais certainement pas en Europe, parce que les syndicats paysans en Europe sont intégrés au système, etc. Donc, la jeunesse qui se mobilise, la jeunesse en tant que telle n'est pas une classe sociale. Il y a des jeunes qui viennent de la bourgeoisie, il y en a qui viennent du prolétariat, etc., etc. Bon, bref. Donc, ma question, c'est comment, quand c'était la classe ouvrière qui dominait, qui était la partie majeure et qui constituait un bloc auquel pouvaient s'agglutiner d'autres couches sociales, ça se comprenait. Mais aujourd'hui, si on veut construire un bloc que j'appellerais le bloc ouvrier contre l'autre bloc, le bloc bourgeois, hein, on fait un petit clin d'œil à Stefano Palamborini qu'on a fait déjà venu à Toulouse, mais comment on s'y prend? Parce que là, c'est extrêmement compliqué. Tu l'as décrit sur la question des luttes sociales, leurs difficultés à converger ou en tout cas à s'articuler. Comment on construit ce bloc pour devenir un petit peu hégémonique et pour essayer de résoudre l'ensemble des problèmes politiques qui vont se poser à nous? Mais quand tu as dit que ces couches-là pourraient jouer un rôle dans la lutte contre la crise environnementale, Excusez-moi, je rajouterai qu'en tête, tu avais cité les peuples autochtones ouais, oui, oui. dans l'énumération. Mais donc, tu as employé le conditionnel, et le conditionnel est hors de propos, parce que c'est un constat. C'est un constat aujourd'hui que c'est les peuples indigènes, les paysans, les paysannes à l'échelle mondiale, la jeunesse, les femmes, qui sont en première ligne des luttes, je dirais, écosociales. Pas écosocialistes avec ce que ça implique comme réflexion stratégique, idéologique, mais des luttes qui articulent le social et l'écologique. Ce sont ces couches-là qui sont à l'avant-garde objective, en particulier les peuples indigènes qui, bien qu'ils soient totalement minoritaires sur la planète, sont porteurs d'une symbolique très forte, d'abord parce qu'ils défendent des écosystèmes naturels, que ce soit la forêt ou la taïga dans le Grand Nord, mais aussi parce ils sont porteurs d'une vision du monde qu'on ne peut pas simplement transporter en Occident comme un produit d'importation. On ne peut pas faire un copier-coller, mais qui est quand même une source d'inspiration pour les débats parmi les militants, quoi. Je me souviens d'avoir entendu il y a quelques années dans une rencontre écosocialiste à Lisbonne, au Portugal, une chercheuse qui travaille avec des peuples de la forêt en Colombie et qui expliquait qu'une des premières choses qui l'avait frappé, c'est que les populations avec lesquelles elle travaillait ne considéraient pas que le territoire leur appartenait, mais bien qu'elles appartenaient au territoire. Enfin, bon, voilà, donc cette vision-là du monde est certainement une source d'inspiration pour nous. Donc c'est un constat, ça. Et ce constat n'implique aucune remise en cause disons, des textes canoniques ou des conceptions canoniques sur le rôle clé de la classe ouvrière. Pour moi, il n'est absolument pas question de remettre ce rôle en question, pas pour des raisons dogmatiques ou d'orthodoxie, mais parce que si on veut arrêter la catastrophe écologique, il faut changer de mode de production, et on ne peut pas changer le mode de production sans la participation des producteurs et des productrices, et encore moins le faire contre elles et eux. Ceux qui croient ça sont dans l'utopie absolument totale, hein. Donc il faut trouver des solutions, des propositions qui répondent à la fois à la crise sociale et à la crise écologique. Et si on les trouve, si on les met en avant, eh bien on détachera des parties du mouvement syndical, du mouvement ouvrier, du compromis productiviste avec le capitalisme. Et c'est seulement à cette condition-là qu'on peut gagner la bataille pour le sauvetage de l'habitabilité sur la planète, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire très pratiquement? Très pratiquement, je crois qu'il faut un mouvement dans les deux sens. C'est tout à fait
bon, il y a l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, je ne vais pas le répéter, mais plus près de nous ou de vous, il y a l'exemple de la raffinerie de Grand Puy. Je trouve ça tout de même relativement exceptionnel, ce qui s'est passé là. Le fait que Greenpeace, qui n'est pas spécialement une organisation écosocialiste, a soutenu le combat des travailleurs, des travailleuses de la raffinerie contre la fermeture et contre le projet de greenwashing de Total, je trouve ça absolument exemplaire. Donc il faut un mouvement dans les deux sens. Là où nous sommes, là où des militants et des militantes sont actifs avec une compréhension de l'enjeu écologiste et social à la fois, il faut inciter les organisations de défense de l'environnement à comprendre que les travailleurs en lutte pour leur emploi ne sont pas leur ennemi mais leur allié. Et inversement, dans le monde du travail, dans le mouvement syndical, il faut amener des secteurs du syndicat à comprendre qu'ils doivent et qu'ils peuvent appuyer des luttes de collectifs comme les zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Donc, ce mouvement dans les deux sens. C'est seulement s'il y a rencontre de militants et de militantes d'avant-garde dans les deux secteurs que ça peut prendre, hein, que la mayonnaise peut prendre. Si les zadistes et les riverains de Notre-Dame-des-Landes avaient trouvé porte de bois à la CGT de Vinci, rien ne se serait passé. Mais par hasard, ce n'est pas tout à fait le hasard, c'est le produit des luttes antérieures, ils ont rencontré des syndicalistes conscients, ouverts d'esprit, qui pensent, qui ont une pensée stratégique, un projet de société, et ça a matché, comme on dit, hein, dans le franglais d'aujourd'hui. Et visiblement, sur Grand Puy, ça a matché aussi. Et voilà, c'est ce genre de rencontre qu'il faut essayer de construire pas à pas et de multiplier. Alors, dans les mois qui viennent, hein, certainement tu l'as entendu, il va y avoir des élections en France. Et on a l'impression quand même qu'après le mouvement des Gilets jaunes, après la 3e ou 4e grève d'ampleur nationale en France sur la question des retraites, bon, on ne sait pas aujourd'hui quels seraient les ingrédients qui arriveraient à produire un nouveau mouvement social. Alors, évidemment, il y a plein de choses, les Gilets jaunes, personne n'avait prévu. C'est arrivé, on ne sait pas ce qui va se passer dans l'après-confinement. Bon, donc tout reste ouvert. Mais l'hypothèse qui reste la plus probable, c'est quand même que s'il y avait un changement, s'il devait y avoir un changement, il passerait par les élections. Mais immédiatement, on a relu des textes de Lordon et Lordon a pas dans son dernier bouquin, mais dans celui d'avant, a expliqué que il y a une confusion entre gagner les élections et prendre le pouvoir, ce qui peut se comprendre. Hein. Il ne faut pas avoir fait de grandes études pour comprendre ces choses-là. Et il disait, même si la gauche gagnait, alors par gauche, on va entendre un terme générique, c'est-à-dire en gros tout ce qui permet de se débarrasser de la droite. Bon, on va dire comme ça, voilà. Et même si cette gauche-là a gagné les élections, elle n'aurait pas pour autant le pouvoir et on n'a aucune assurance, en définitive, que les raisons pour lesquelles on a voté pour elle, le contenu de leur programme serait appliqué pour diverses raisons. Donc là, il y a déjà un premier problème parce que ce qu'on constate quand même dans toutes les élections, je ne sais pas si c'est vrai en Belgique ou pas, mais ceux qui ont voté pour un changement, c'est-à-dire pour se débarrasser de la droite, pour aller vite, ils considèrent qu'une fois que ça s'est fait, le boulot est fini. Et donc, on n'a pas l'impression que l'idée qu'on vote pour eux, mais on va les obliger à faire ce qu'ils ont promis, on n'a pas l'impression que cette idée-là, donc des contre-pouvoirs en quelque sorte, hein, soit une idée qui ait fait son chemin. Et donc, on en arrive à quelque chose que moi je trouve caricatural, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les élections, le temps passé à se battre sur un nom d'un garçon ou d'une fille est plus important que le temps qu'on passe sur le programme. Et il me semble qu'il y a un lien, en définitive, entre le fait qu'on veuille gagner les élections, donc on a l'impression qu'en choisissant un nom, on choisit le ou la meilleure, mais c'est souvent le, dans le cas qui nous occupe, et que la question du programme et donc d'obliger celui pour qui on a voté le fasse, ça devient une question secondaire. Et donc là, on voit une contradiction quand même qui est
qui est un peu compliqué sur les élections, qui restent peut-être un des derniers outils par lequel on pourrait changer, mais qu'en définitive, si on creuse un peu, on a l'impression qu'on ne va rien changer par ce moyen-là. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que le processus que tu décris, où des gens sont élus et font le contraire de ce qu'ils ont promis dès le lendemain, ben, là, on est au courant depuis la victoire. Enfin, vous êtes au courant en France depuis la victoire de Mitterrand avec l'Union de la gauche en quoi? C'était 81, c'est ça? Exact. Hein, la nationalisation des banques, et puis après, c'était le tournant de la rigueur avec Mauroy, quoi. Donc, donc, effectivement, cette situation-là, elle est ultra préoccupante parce que elle nourrit un désintérêt, un désinvestissement et une désertion par rapport au terrain politique électoral. Et à travers le terrain électoral, c'est quand même la question effectivement du pouvoir qui est posée. Or, on ne peut pas imaginer de mettre en place une alternative de société si on ne commence pas à se saisir du pouvoir pour rompre avec le système actuel, pour organiser cette rupture et la planifier. Donc, quelque part, il faut, je pense, essayer d'utiliser le dégoût créé par la trahison des promesses politiques par ceux et celles qui se réclament de la gauche. Il faut essayer de l'utiliser pour alimenter une autre orientation, qui est une orientation, comme tu le dis, de contrôle, de mobilisation, de mise sous pression, et je dirais même plus, avant les élections, de détermination des programmes. Alors, je sais bien que ce n'est pas facile du tout, mais je pense que pour autant que je puisse en juger de loin, hein, à 900 km de distance, ce qui s'est passé lors des municipales à Bordeaux était intéressant parce que ça a cassé les stratégies des partis, de tous les partis, de la France insoumise, du NPA, de différents collectifs. Je veux parler de la liste Bordeaux en lutte avec Poutou. C'est une initiative qui est véritablement, enfin, pour autant que je vois de loin, hein, je ne suis pas sur le terrain, mais pour autant que je vois de loin, c'est une initiative dont le nom n'est pas usurpé. Elle est véritablement issue des luttes que la région bordelaise a connues dans les années précédentes, et notamment des luttes des Gilets jaunes et des convergences ou des articulations de lutte autour des Gilets jaunes. Et cette dynamique a été suffisamment forte que pour mettre en question et en échec les stratégies d'appareils politiques, petits ou grands, y compris la stratégie non seulement de la France insoumise, mais aussi la stratégie du NPA, qui n'en voulait pas, ou dont certaines fractions ne voulaient pas de quelque chose de ce genre. Voilà, donc moi je pense qu'il faut essayer de travailler dans ce sens-là, c'est-à-dire essayer de convaincre les animateurs et les animatrices, les équipes qui animent les mouvements sociaux de lutte, du fait qu'au-delà de l'articulation de leur combat, ils doivent aussi coordonner leur action pour déterminer les contours d'alternatives politiques, y compris sur le terrain électoral. Imposer leur alternative politique, leurs revendications sur le terrain électoral et imaginer des dispositifs qui permettent, au-delà d'élections, d'assurer le contrôle et même la révocabilité, si possible, des élus. Je ne vois pas d'autre solution, parce que l'alternative, ce serait quoi? Ce serait de miser ou bien sur la multiplication de luttes spontanées qui, par des effets mystérieux de contagion, permettraient de changer la société sans toucher au pouvoir, hein, en contournant le pouvoir, soit se résigner à des stratégies réalistes, soi-disant réalistes, de conquête du gouvernement et de politique des petits pas. Donc, je ne vois pas d'autre solution que celle-là. Donc, militer dans les mouvements sociaux pour qu'ils adoptent des plateformes, qu'ils coordonnent dans le respect de l'autonomie de toutes les composantes
et qu'ils imposent aux partis politiques qui se réclament de la gauche plutôt que de subir les programmes élaborés par des bureaux de parti et des appareils de parti et qui descendent comme ça, comme à la Pentecôte, le pouvoir de parler en langue descend vers les croyants. Une dernière question, là, il nous reste quelques minutes, là, c'est au sujet d'un certain nombre de petits bouquins qui sont sortis dans la dernière période. Bon, il y a eu, la réédition de pas mal de textes de Boukine, il y a eu le bouquin de La Gaznerie sur Sortir de notre impuissance politique, il y a les deux bouquins de Eric Olin Wright, et vient de sortir le bouquin de Jérôme Bachet, Basculement, et plus les bouquins de Malm qu'on lit. D'ailleurs, on rêverait bien, nous, de faire une conférence avec Malm, mais ça va être compliqué parce qu'il ne doit pas parler français. Mais on aime bien ces bouquins, notamment la question du pipeline qui nous a beaucoup intéressés. Et donc, je ne sais pas si tu les as lus, mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que dans les livres, parce que c'est un peu le pendant de ma première question sur les textes qui sortent à profusion et qui sont très intéressants, il y a donc, on s'aperçoit qu'il y a plein d'auteurs qui commencent à réfléchir stratégie sur qui voient bien que le grand soir, c'est pas tout à fait ça maintenant, qu'il faut passer à autre chose et qui réfléchissent. Qu'est-ce que tu penses de ces livres, de ce que tu as lu et peut-être de ce que nous, on n'a pas lu et que tu pourrais nous conseiller? Bon, ben, j'ai pris l'habitude avec l'âge de ne pas répondre ou de dire quand je ne sais pas. De dire je ne sais pas quand je ne sais pas. Donc, il y a plusieurs de ces livres que je n'ai pas lus. Je n'ai pas lu La Gannerie. Je n'ai pas lu l'autre que tu as cité, là, comment? Brachet, Basculement? Bachet. Bachet, Jérôme Basculement. Bachet, ça vient de sortir, là. C'est tout nouveau. J'ai pas lu. Bon, alors je peux dire quelque chose de Bookchin, de Eric Olin Wright et de Malm. Bookchin, je n'ai pas lu le bouquin en français, mais enfin, je connais un peu son œuvre en anglais, j'ai lu des choses. Moi, j'ai pas mal de sympathie pour la pensée de Murray Bookchin. D'abord, il faut lui rendre hommage, hein. C'est quelqu'un qui vient du mouvement marxiste, trotskiste, qui a rompu avec ce mouvement parce que ce mouvement aux États-Unis était nul sur la question écologique. Je pense qu'à la place de Bookchin, j'aurais fait la même chose à l'époque. Et qui, à mon sens, a gardé une grille de lecture marxiste du capitalisme. Bon, il se réclame de la pensée libertaire, mais l'analyse qu'il fait du fonctionnement du capital, c'est une analyse qui est tout à fait, je ne veux pas dire orthodoxe, mais enfin, c'est une analyse marxiste. Maintenant, là où je pense que sa pensée est trop courte, c'est que le municipalisme libertaire ne permet pas de répondre à l'urgence écologique aujourd'hui. On a certes besoin d'une prise en charge autogestionnaire, de contrôle ouvrier, de démocratie radicale à la base, d'autogestion dans les entreprises, d'autogestion dans les quartiers, de reprise du pouvoir par en bas. Je suis à 200% d'accord avec tout ça. Mais on a besoin en même temps d'une planification. Surtout face à l'urgence écologique. Enfin, sur la question du climat, ça me semble tellement évident que je ne vois même pas comment on peut en discuter. Enfin, ne fût-ce que pour satisfaire l'exigence fondamentale des pays du Sud, qu'il y ait un effort climatique qui se fasse selon les responsabilités communes mais différenciées, comme on dit dans le jargon climatique, c'est-à-dire que les pays industrialisés du Nord doivent supporter la plus grande part de l'effort, il faut au minimum une instance internationale, mondiale, qui enregistre les efforts de chacun, les vérifie et fait en sorte que la balance est respectée, que les pays du Sud ne sont pas lésés dans l'affaire. Donc, on n'échappe pas, je crois, à la nécessité d'une planification qui implique un certain degré de centralisation. Et donc, c'est évidemment très sympathique de dire qu'on est contre toute forme de centralisation, mais alors il faut qu'on explique
comment sans centralisation et sans planification, on parvient à remplir le cahier des charges du sauvetage de l'habitabilité de la planète. Donc, je crois qu'il faut plutôt que de faire ce bond dans l'esprit, je crois qu'il est plus raisonnable de mettre sur la table, de mettre en débat l'énorme problème qui est qu'on peut résumer dans une formule. Comment articuler une décentralisation radicale qui est la condition d'une démocratie radicale avec la planification et la centralisation qui va avec. Je crois que ça, c'est la véritable question. Et cette question-là, bon, j'ai quelques pistes pour la manière de la résoudre, mais c'est un peu, c'est facile à dire dans mon bureau au milieu de mes bouquins. Hein. Il faut réduire radicalement le temps de travail, maximum 2 heures par jour pour tout le monde. Il faut la révocabilité des élus et il faut des mandataires qui soient non rétribués. Donc ça, c'est 3 conditions en tout cas qui sont incontournables, je crois, pour qu'on puisse espérer articuler une démocratisation radicale du type Commune de Paris avec une centralisation et une planification au niveau mondial en plus. Hein. Bon, ceci dit, cette planification ou cette centralisation, elle existe déjà dans le mouvement réel. Via Campesina est un syndicat mondial et il n'est pas connu pour ses fonctionnements antidémocratiques, plutôt le contraire. Et dans le monde scientifique, des plateformes comme le GIEC ou comme l'IPBES ou d'autres sont des plateformes de chercheurs qui fonctionnent au niveau mondial relativement bien. Donc voilà. Donc ça, c'est pour ce qui concerne Bookchin. Pour ce qui concerne Andreas Malm, j'ai bien aimé aussi son comment saboter un pipeline, c'est-à-dire que je trouve que le plaidoyer, la polémique contre l'espèce de pacifisme, on aurait dit à mon époque un pacifisme bêlant des grandes organisations environnementales, cette polémique est tout à fait juste, pertinente et efficace. En même temps, je trouve que son bouquin termine là où le problème commence, à savoir, OK, on développe une orientation dans le mouvement écologique, environnemental, une orientation de type Ende Gelände, disons, ou Notre-Dame-des-Landes, plutôt qu'une orientation de pacifisme bêlant des grandes organisations. Mais une fois qu'on fait ça, comment est-ce qu'on aborde le mouvement ouvrier ? Puisqu'on ne peut pas changer de mode de production sans les producteurs et les productrices, cette question stratégique-là, il la laisse complètement dans le flou dans son bouquin. Hein. C'est à peine s'il l'évoque de façon extrêmement allusive. Or, pour moi, ça, c'est le véritable problème, c'est le nœud de la question. S'imaginer qu'on va faire face aux défis simplement en radicalisant le mouvement écolo, le mouvement environnemental dans ses formes d'action, c'est une illusion. Hein. On doit dès maintenant penser à la question de la rupture, comment favoriser la rupture entre le monde du travail enfin, la sortie du monde du travail par rapport au compromis productiviste. Alors, à l'inverse, Eric Olin Wright, lui, fait une tentative de proposition, disons, stratégique globale, mais c'est quand même, c'est pas une stratégie de rupture, hein. Pas du tout. Enfin, me semble-t-il. Il y a un petit temps que j'ai plus lu son bouquin, je suis plus sûr de l'avoir parfaitement en tête, mais il y a tout de même un aspect de réel politique là-dedans qui me semble fort marqué par le contexte états-unien, où on se dit que, bon, en pesant dans le Parti démocrate par le biais de la gauche du Parti démocrate, on peut d'un côté tirer cette gigantesque machine qui est aux mains du grand capital tout de même un peu vers la gauche, et que si en même temps on a des mouvements sociaux qui poussent vers la gauche, on pourrait arriver à certaines mesures qui commencent à ouvrir la porte de l'escalier pour aller dans la bonne direction, pour ainsi dire. Donc c'est tout de même très, très gradualiste et insuffisant. Et alors je me souviens vaguement, mais je répète, il y a un petit temps que j'ai lu ça, il y a notamment un appui central à la question de l'allocation universelle, non, qui est quelque part conçue comme une clé de voûte d'un programme d'émancipation au niveau social. Et bon, là,
c'est pas ma spécialité, mais je suis en total désaccord avec ces idées-là qui me semblent relativement dangereuses. Moi, je suis plutôt sur l'orientation de Michel Husson et d'autres au niveau économique qui considèrent qu'il faut défendre et améliorer la sécurité sociale et pas lâcher la proie pour l'ombre se positionnant en appui à des propositions qui risquent d'être très facilement récupérées par le néolibéralisme. Et dans mon pays, elles le sont d'ailleurs. Hein. Le dirigeant semi-trumpiste du Parti libéral francophone a organisé récemment une conférence en ligne en soutien à l'allocation universelle. Ben voilà, donc non, Eric Olin Wright ne me convainc pas du tout. Donc moi, je, je trouve que ma contribution à ce débat n'est pas trop mal dans Total pour être pessimiste. Je ne l'écrirai plus tout à fait de la même manière aujourd'hui, mais je crois qu'il faut essayer d'articuler l'idée d'une rupture radicale avec le système capitaliste, avec l'idée de la nécessité de prendre le pouvoir politique et la nécessité de prendre le pouvoir politique d'une telle manière que cette prise de pouvoir politique ne soit pas comment dire, une xème déception comme ces fleuves d'Asie centrale qui finissent dans le désert, qui n'arrivent jamais à la mer, quoi. Donc, d'articuler ça sur des mécanismes de contrôle et de mise sous pression du politique à partir des mouvements sociaux. Si mes petits camarades n'ont plus rien à dire, mais il se fait tard, je te remercie, Daniel, d'avoir répondu à toutes nos questions avec précision et en nous ouvrant les yeux probablement.